Louis, merci encore pour ce nouvel échange qu'on programme. Donc là, on a parlé pas mal sur les parties précédentes d'un d'un constat d'échec d'un côté, d'un constat global, faire un état des lieux de ce qui se passait au niveau sanitaire, au niveau médiatique, au niveau un petit peu médico-médical. Et puis là, je pense qu'il serait intéressant, quand on a déblayé un petit peu cet espace-là, de voir qu'est-ce qu'on pourrait construire à la place, parce qu'il y a toujours cette notion, dans ce qu'on détaillait, d'occuper un espace, et d'occuper un espace avec des gens de bonne volonté, je dirais, quelles que soient les obédiences. Et obédience, c'est une terminologie que je choisis à dessein, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la science, ou plutôt le scientisme, c'est devenu un petit peu une religion, et c'est ce qui guide tout. Donc on est guidé par les chiffres, la statistique, et rarement par l'humain, et ce qui pourrait être subtil en lui, et ce qu'on pourrait appeler des fois le bon sens. Alors j'aimerais déjà que tu nous détailles un petit peu ça, cette approche un petit peu unique et exclusive au niveau au niveau de l'entreprise numérique, c'est-à-dire l'étude du monde par les nombres. Toi qui es scientifique de formation, mais qui a aussi une approche sensible au niveau de de l'anthropologie, est-ce que c'est la seule voie à suivre? Et sinon, quelle coopération possible verrais-tu? Ouais, alors je vais essayer de poser ça comme ça, de manière la plus intelligible possible. Sur cette progressive numérisation du monde, euh, on pourrait commencer de manière très tôt par le fait de dire que l'humain souffre quand il est sur Terre. Il est fragile, il n'a pas de crocs, il n'a pas de griffes, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de plumes. Et finalement, il va mettre en place de très nombreuses stratégies avec les deux seuls outils qu'il a, ses mains et son cerveau, pour essayer de diminuer son niveau de souffrance. Et pour diminuer son niveau de souffrance, il pourrait utiliser de manière un peu simpliste, bien sûr, on pourrait rendre les choses plus subtiles, mais de manière un peu simpliste, 3 ordres de solutions. Des solutions techniques, on va dire des artefacts, se vêtir, faire une maison, des artefacts comme des médicaments, comme de la chirurgie ou des choses comme ça. Donc en gros, des solutions techniques. Des solutions sociales, c'est-à-dire qu'il souffre, mais il va être en lien entre frères humains, on va se serrer les coudes et on va se mettre tous ensemble. Et ça va diminuer le niveau de souffrance. Et on va ritualiser même, en fait, les rencontres au sein du groupe social autour de la souffrance pour que ça se passe bien. Donc les moments de passage, la naissance, l'initiation, la mort, eh ben, il va y avoir des rites, des rituels funéraires qui permettent d'aller se serrer dans les bras les uns des autres et de prendre soin de ceux qui restent et de diminuer leur niveau de souffrance. Et puis, il va y avoir un troisième ordre de remédiation à la souffrance, qui est un ordre symbolique, c'est-à-dire essayer de donner un sens à cette souffrance, de raconter une histoire qui fait sens. Raconter cette histoire, ça peut être de manière religieuse, par exemple, autour d'une religion. Voilà, après la mort, vous irez au paradis, etc. Vous serez renouvelé dans le grand tout, faites ce qu'on veut, mais essayez de donner un sens symbolique. Le symbole, c'est ce qui rapproche. Un Boleyn, c'est le mouvement, et Sun, c'est ensemble, quoi. Donc, c'est ce qui met ensemble. Et dans ces 3 ordres de solutions, on est dans un moment de l'humanité où il y a un hyper-investissement de la remédiation technique à la souffrance et un désinvestissement des remédiations sociales et symboliques. Parce qu'il y a un hyper-investissement de la remédiation technique. Ça va? C'est compréhensible jusqu'ici? Oui. Cette remédiation technique, elle a été tellement surinvestie parce que l'humain a eu un moment charnière où finalement, tout ce qui nous entoure, c'est du monde transformé en autre chose. Et l'humain, il fait jamais rien d'autre que ça, transformer du monde en autre chose. Et pour ça, il y a les lois naturelles qui lui rappellent qu'il a besoin de monde et d'énergie, de ressources et d'énergie. Et pendant très longtemps, il est contraint par les ressources et l'énergie, et le chef du village est d'accord avec ça. En fait, il va dire bon, cette année, on tue que 3 veaux parce que dans le troupeau, parce que l'année prochaine, voilà, ça va être un peu dur, ou l'hiver est prévu d'être un peu rude, on aura moins de pâturage, etc. Et donc, on y va mollo, on va avoir un peu faim, mais au moins, on tient dans le temps et dans la pérennité. Et donc, l'humain était assez adapté, en fait, et à l'écoute, sensible et pragmatique des contraintes de la nature. Puis, il y a un moment où il trouve de l'énergie de manière condensée et quasiment infinie. En tout cas, il a l'impression qu'elle est infinie à ce moment-là. C'est le moment des âges des ressources fossiles et du pétrole, etc. Et d'un coup, il s'affranchit des lois de la nature, c'est-à-dire il considère qu'il n'y a plus
la nécessité d'avoir des ressources et de l'énergie pour fabriquer le monde, pour fabriquer du monde et avoir sa remédiation technique à la souffrance, considère que ça peut être infini et il met en place les lois de l'économie à la place des lois de la nature. Et les lois de l'économie, ça va être justement de s'affranchir de l'idée même de ressources et d'énergie pour aller vers une idéologie capitaliste. Donc ça, c'est expliqué par Marx dans le Capital, mais aussi par Schumpeter, en fait, dans l'idée même du capitalisme. C'est l'idée que finalement, le but va plus être la pérennité, le but va être l'augmentation de la rotation de capital en vue de génération de profit. L'extension infinie, quoi. Comment ? L'extension infinie. L'extension infinie, ouais, exactement. Et d'un coup, plus je fais accélérer la rotation de capital, plus je peux augmenter mon profit. Basé sur le principe de Schumpeter, justement, qui est la destruction créatrice. Je détruis et je peux recréer à partir de ça, qui est répété ad nauseam dans toutes les écoles d'ingénieurs et toutes les écoles de commerce et toutes les écoles d'administration. Mais en oubliant complètement que derrière est adossée normalement la loi de la nature. Il faut des ressources et de l'énergie. Et donc, on rentre dans un système qui paraît se suffire à lui-même, qui est le système économique, mais qui en fait est en prédation maximale sur le monde, puisque cette rotation accélérée de capital, elle est toujours basée sur prendre de plus en plus de ressources, prendre de plus en plus d'énergie. Et elle est basée dans la façon dont elle compte, l'outil de mesure qu'on va mettre en place pour jauger de la richesse, va être justement, est-ce que j'accélère la rotation de capital et la monétisation, la convention de monétisation de cette rotation de capital. J'entends par là que l'humain va faire sa fiche de paye de transformation du monde, il transforme le monde et il va dire je me paye en faisant ça. Si jamais il ne se paye pas, par exemple, je t'aide à déménager ce week-end, et voilà, ça ne va pas compter, quoi. Par contre, je fais une petite entreprise de biens et services, je t'aide à déménager, là, ça va compter. Donc, c'est une convention, en fait. Je peux même me payer pour détruire des choses. Je détruis cet endroit, je le reconstruis à l'identique, je peux être payé à l'aller et au retour. J'ai généré de la rotation de capital et du profit. Pourtant, si tu penses en termes thermodynamiques, c'est débile. J'ai fait un truc parfaitement inutile, quoi. Et même plutôt en faveur de l'entropie. Et il se trouve que on va arriver au bout de ce système jusqu'à des opérateurs économiques qui arrivent à dire mais si je sais faire une machine à laver éternelle, mais si je mets une petite pièce qui casse au bout de 15 000 cycles, je peux t'en revendre une. Super. C'est parce qu'ils comptent jamais la ressource et l'énergie. Et donc, on est dans un système d'autodestruction du monde accéléré. Et finalement, le PIB, la variation de PIB par tête d'habitant, ce qu'on appelle la croissance annuelle ou la récession, c'est la mesure de la vitesse de destruction du monde. C'est pas une mesure de la richesse. C'est une mesure de la vitesse vers le mur. Bon, c'est une vision un peu pessimiste. Je rejoins et je recolle les wagons avec ce que tu me demandes au départ. C'est que le bout évolutif de ça, c'est l'industrialisation intégrale de la transformation de la matière. Et pas seulement de la transformation de la matière, mais de la transformation culturelle et de la fabrique de l'art, par exemple, ou des biens culturels. Qu'on va mettre en place des process de production et de consommation de biens et services, process eux-mêmes évalués, mis dans des critères qualité, etc. Donc une norme ISO 9002, ISO ce que tu veux, etc., qui à la fin aboutit à un process zéro défaut de production et de consommation. Et ça, c'est vrai dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on part de la chaîne de dépeçage à Chicago de Armor. Armor, il explique que dans le port, on exploite tout sauf le cri, quoi. Et à cette époque-là, Chicago, c'est la capitale du port, le Porcopolis. Et il crée la bourse de la viande. C'est le début de la spéculation sur les biens alimentaires, ce qui est un truc qui n'était pas venu à l'idée de l'humain avant, de commencer à spéculer sur le fait de pouvoir bouffer. Et il crée la chaîne de dépeçage, c'est-à-dire comment à partir d'un porc, on arrive à faire des saucisses, le tout dans une machine comme dans Chicken Run, tu vois, et d'optimiser le truc comme ça. Et ben ce bout-là, évolutif, il va aboutir pour certains à l'industrialisation de la mort, dans les camps de la mort et les trains du nazisme. En passant par le Fordisme. En utilisant tous les outils de la science, effectivement, d'optimisation scientifique et rationnelle. Donc, les mêmes outils des zététiciens, les mêmes outils de tous ceux qui adorent, en fait, le tout petit point-virgule. Et donc, c'est le règne des marchands et des ingénieurs qui est consacré.
les ingénieurs et les marchands. Je me permets un petit interstice, je te laisse dérouler, juste en complément pour ceux qui veulent chercher, c'est très intéressant. Tu parlais des abattoirs de Chicago. Henry Ford a généré une partie de sa théorie du Fordisme en observant les abattoirs de Chicago. Et on le sait qu'aujourd'hui, Henry Ford était antisémite et a financé des tracts et le parti nazi allemand. Et qu'il y a un livre qui raconte ça, je crois que c'est Singer, un auteur juif, qui a écrit un livre qui s'appelle Un éternel Treblinka. Donc il explique le lien abattoir Chicago, Fordisme, où d'ailleurs Henry Ford obligeait ses employés à être végétariens parce qu'il digérait plus vite, produisait plus, il les payait plus pour qu'ils achètent leur propre voiture, il a géré des modèles un petit peu qui s'autodévorent, et l'application systémique de ce travail à la chaîne a abouti à la théorisation concentrationnaire. Voilà, donc après, Ford a financé le franquisme en Espagne, et le nazisme on va dire en Allemagne, en tout cas en Europe centrale. Mais dans tout ce que tu dis, il y a une cohérence systémique, et c'est ça qui est important de montrer, c'est que ce n'est pas des concepts aléatoires, il y a des vraies réflexions derrière. Ouais, et tu fais bien de préciser, parce que parfois, moi, je vais peut-être un petit peu vite dans le cheminement de la pensée pour pas forcément mettre trop de détails et que ça dure des heures. Mais voilà, c'est intéressant ce passage par le Fordisme, et que finalement, toute l'idéologie industrielle, elle va être là. Et on la retrouve dans les temps modernes de Chaplin, où Chaplin, et vous voyez l'ouvrier qui court après la chaîne de montage, en fait. C'est pas un ouvrier qui pilote une chaîne de montage, c'est la chaîne de montage qui pilote l'ouvrier. Et l'ouvrier, il se retrouve à essayer de serrer le boulon et il n'y arrive pas. Il est toujours mis en retard, par définition en retard. Et cette vision du retard de l'agent, elle est bien comprise au moment de l'époque industrielle. Et il y a une grande souffrance en fait de la classe ouvrière, avec l'idée même de la lutte des classes chez Marx, etc., qui va aboutir à l'acquisition de droits sociaux, à des luttes sociales très très denses. On voit chez Steinbeck, etc., que ça rigole pas, en fait. On a un combat douteux, quoi. On est dans le combat, quoi, et dans la guerre pour essayer de reconquérir une part de liberté face à la machine. Ça va aboutir au canut, aux révoltes du ludisme, etc., c'est-à-dire les machines qui remplacent les humains progressivement. Et les humains qui se retrouvent vidés de sens, en fait, réifiés, mis dans une position de chose, et plus que des agents de la machine. Et ça, c'est toute l'idéologie industrielle. Et en fait, on n'en est pas sorti. Le XXe siècle n'est que l'aboutissement de tout ça, et l'aboutissement idéologique aussi. C'est-à-dire que actuellement, dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs et les écoles d'administration, on explique que le fin du fin, le bout du truc, et vous l'entendez en permanence dans le discours du président, c'est la disruption. Il faut être disruptif à tout prix. Il faut couper l'herbe sous le pied à ce qui existait avant, effondrer les régulations telles qu'elles étaient explicites pour mettre en place un nouveau système. Parce qu'on est enfermé dans les carcans trop étroits, réactionnaires du passé. Il faut tout casser pour pouvoir reconstruire, refonder, réédifier, etc. Donc vous avez les qui reviennent dans tous les discours. Déconstruire, c'est détruire. Enfin, voilà, je vous le dis juste, le mot paraît chouette, mais en fait, non, c'est détruire. Oui, c'est comme la terminologie qui était trouvée au niveau communication, c'est réinventer. Ouais, réinventer, ouais. Mais réinventer, dans 1984, c'est oublier, en fait. Voilà. L'oubli, c'est pas mal de novlangues. Je suis en train de préparer d'ailleurs une causerie vidéo sur tous les nouveaux mots qui sont apparus ces derniers mois. C'est assez intéressant à décoder. Donc, en gros, ce que tu nous dis, là, si je résume, c'est qu'on arrive en bout de système et que du coup, c'est l'extension finale de ce système, c'est quasiment l'autodestruction pour la régénération de quelque chose qui soit 2.0, quoi. Alors là, tu arrives au positif, mais dans le négatif, je voulais continuer encore un tout petit peu. C'est que cette industrialisation de la fabrique des choses, elle est aussi vraie en santé, elle est aussi vraie dans la culture, elle est aussi vraie dans plein de secteurs. En fait, ça n'est pas que pour fabriquer des objets. Et donc, moi, j'ai assisté à une conférence de sociologie du travail créateur dans une chaire d'un type qui s'appelle Pierre-Michel Manger, il y a une dizaine d'années maintenant, au Collège de France, et où il y avait un invité qui était un professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine. Claude Le Pen, il s'appelle. Et il commence sa conférence comme ça sur l'évaluation en santé. Et il commence par dire « Nous sommes là », sous-entendu la HAS, le système de santé, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un système de production et de consommation de biens et services de soins de santé évalués, normalisés
et rationaliser. Waouh. Donc là, tout est dit, si vous voulez. À partir du moment où la personne qui est en charge du devenir du système se met là-dedans, et ben, en fait, il vous explique quel est le chemin. Le chemin, c'est de détruire l'artisanat pour aller vers un système où finalement les agents du système de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, personnels qui font le ménage, etc., ne sont plus que des rouages, en fait. Des rouages prolétarisés. Ça, c'est une expression qui est utilisée chez Stigler, Bernard Stiegler, qui est un penseur extrêmement intéressant. Ouais. Vous pouvez lire Dans la disruption, mais c'est dur à lire. C'est pas très accessible parce que il mélange un peu la sociologie, la philosophie, la psychanalyse. Donc, ça fait une langue et beaucoup de concepts assez complexes. Mais en gros, il explique qu'il y a une prolétarisation intégrale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système va plus vite que ses agents, et les gens qui maîtrisent le système, et les gens qui maîtrisent le système, bah, c'est les ingénieurs et les marchands. On en reparle. Et ben, ils vont toujours vous prendre de vitesse. Et donc, vous n'êtes pas capable, vous êtes toujours court-circuité, en fait. Et vous êtes disrupté. Et à partir du moment où vous êtes court-circuité, vous n'êtes plus capable de savoir où vous voulez aller. Vous n'êtes plus capable de savoir vers quoi vous tendez de bien commun. Vous êtes juste là pour vous mettre en conformité. Et en fait, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans le système de santé, on va avoir des normes HAS, autorités de santé, qui vont changer chaque année. On va avoir sans cesse des directives nouvelles, ce qui fait que vous êtes tenu de vous mettre en conformité. Mais à la fin, vous savez même plus ce que vous voulez faire. C'est pareil dans l'éducation. Si vous demandez aux professeurs et aux instituteurs, ils n'auront pas forcément les mêmes mots que moi, mais ils vont dire « je ne sais plus pourquoi je fais ça » et le rectorat d'académie passe son temps à changer les programmes, etc. Et on n'a même plus le temps. Et en fait, ceux qui veulent continuer à créer quelque chose, ils s'en vont. Ils vont créer leur école Waldorf, Steiner, Montessori, démocratique, Freinet, ce que vous voulez, alternative, mais ils se tirent. Donc ça, on va peut-être y venir sur après, qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ce système-là. Oui. Mais donc la disruption, c'est un système de court-circuit systématique de votre capacité de penser le monde, qui fait que vous devenez en fait un agent des gens qui, eux, savent ce qu'ils veulent, et qui sont souvent ceux qui maîtrisent la technique. L'exemple, c'est dans la technique. Si je vous mets dans les mains tous les 6 mois un nouvel objet technique, vous n'allez pas être capable de rêver ce que vous voulez faire avec l'outil. C'est moi qui vais vous donner l'outil, qui vais vous dire ce que vous devez en faire. C'est typiquement avec les téléphones. Le téléphone, voilà, à la fin, un enfant de 3 ans est capable de glisser ses doigts, etc. Mais à la fin, réfléchissez bien. Vous n'êtes pas capable de savoir si vraiment vos enfants doivent avoir ou non un iPhone ou un écran ou quelque chose. En tout cas, ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est même pas le groupe social. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas le groupe politique. C'est Google, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Facebook. Donc, ça veut dire que c'est les tenants de la technique qui passent leur temps à court-circuiter votre capacité à avoir ce qu'on appelle des protensions collectives positives. Je veux bien que tu développes, par contre. Ouais, la protension collective positive, c'est un mot compliqué de Stigler pour dire protension, c'est ce à quoi vous tendez. Collectif, c'est ensemble. Positif, c'est chouette, c'est ça le bon chemin pour nous, quoi. Okay. Donc, en gros, dit autrement, ça veut dire que vous n'avez plus d'idéal commun positif. Okay. Vous n'avez plus qu'une tentative de survie individuelle. Et donc, il n'y a plus rien qui unit le nous. Ça disloque le nous, en fait, en individu, en monade juxtaposée. Ça, c'est l'école de Francfort, en fait. Adorno, Horkheimer, etc., des penseurs allemands qui ont travaillé là-dessus, sur la postmodernité. Et plus récemment, qui est peut-être plus facile à lire, c'est Hartmut Rosa sur la résonance et l'accélération. Et ben, en fait, vous pouvez plus rêver le bien commun. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste la protension collective négative. C'est-à-dire, on est tous d'accord que c'est la fin du monde. Ah, mais en fait, on a tous toujours été d'accord que c'était la fin du monde. C'est pas nouveau. L'apocalypse, l'apocalypse de Jean, les effondrements de l'île de Pâques, etc. Enfin, c'est pas nouveau, si vous voulez. C'est juste qu'avant, il y avait un récit en face de protension collective positive qui tenait, qui faisait sens. Ça pouvait être la République, ça pouvait être la religion chrétienne, catholique, on peut la critiquer, mais enfin, globalement, le message christique, il s'écoute, quoi. Bon. Mais là, il y a... En fait, il n'y a plus de projet collectif commun de la part ou de l'institution ou du pacte républicain. Non. Vous êtes absolument court-circuité en permanence par les agents, par les ingénieurs et les marchands qui maîtrisent la technique et qui passent leur temps à vous prolétariser en vous court-circuitant sur votre capacité à gérer la technique. C'est comme si tous les jours, on vous mettait un nouveau... Imaginez une tribu,
pouf, il y a une bouteille de coca qui tombe. Vous avez vu, les dieux sont tombés sur la tête, quoi. Ça me met le bordel, en fait. Ils ne savent plus trop quoi faire, quoi. Il faut juste s'en débarrasser, d'ailleurs, à la fin. C'est leur choix. Ils décident de s'en débarrasser. Pour regarder, les dieux sont tombés sur la tête. C'est une fable moderne hyper intéressante. Ou bien, vous prenez une vieille tribu, il y a le feu qui arrive, quelqu'un qui trouve le feu. Vous voyez qu'il va falloir du temps pour que la tribu sache quoi faire du feu, faire à manger avec, il faut se réchauffer, ou il faut se brûler les uns les autres, il faut aller brûler la forêt, il faut aller chasser les fauves, il faut s'en servir comme un instrument de pouvoir. Ça nécessite du temps. Donc finalement, ça c'est ce qui est dit chez Heidegger, c'est qu'un système technique et un système socioculturel, quand ils sont accordés, il appelle ça une époque. Et vraiment accordé au sens comme un instrument qui est accordé. Ça vibre à la bonne mesure, quoi, à la bonne fréquence. À partir du moment où il y a un désaccordement, un désaccordage, je sais pas comment on peut dire, désaccordage, il faut que le système socioculturel se réaccorde et ça va prendre un certain temps. Sauf que si vous passez votre temps à changer le système technique, le système socioculturel, lui, ne s'accorde jamais. Et donc, qui est-ce qui va décider du destin socioculturel? Qui est-ce qui va décider des règles communes? Celui qui maîtrise la technique, celui qui va plus vite que vous. Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Et c'est leur projet. C'est notre projet. Voilà. Et donc pour résumer, donc l'idée c'est que voilà, on est disrupté en permanence, on est prolétarisé, on devient des agents du système. Et à la fin, vous prenez un médecin, par exemple, aujourd'hui un interne. C'est un bon interne s'il est intelligent, courageux et qui cherche le bien de ses patients. C'est un bon interne s'il est docile au protocole. C'est ce que j'allais dire. En gros, l'individu socialement intégré est un outil de production à obsolescence programmée enfermé dans un protocole. Exactement. À géométrie variable. Ouais. Et qu'on passe son temps à lui changer le protocole et à le rendre obsolète, puisque c'est l'idée des savoirs jetables qui avait été développée. Bon, peu importe la référence, je ne veux pas faire pédant ni rien, puis après ça fait trop de références, mais l'idée que le savoir, à partir du moment où il devient jetable, vous devenez jetable avec. Finalement, voilà, on vous enseigne le truc par 3 tutos, vous faites le protocole, step 0, step 1, step 2, step 10. Bon, voilà, c'est vous, c'est un autre, en fait, on s'en fout, quoi. Vous êtes interchangeable. Si je vais au bout de la réflexion, aujourd'hui, la plupart des individus n'ont plus de valeur productive, puisque ça peut être remplacé par de l'intelligence artificielle ou de la robotisation. Donc, l'humain en tant qu'outil de production est une valeur qui n'a plus grand intérêt. Exactement, c'est le bout évolutif du néolibéralisme mondialisé, c'est-à-dire que vous avez transformé l'ouvrier en salarié. Le salarié, vous l'avez transformé en quelque chose d'inutile, ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est David Graeber, qui est un sociologue qui parle des bullshit jobs, les boulots à la con, quoi. Il dit il y a plein de choses dans un boulot à la con, quoi. En fait, ça sert à rien. Ils font des réunions avec des diagrammes de Gantt pendant des heures. Ils sont dire prod, dire com, je sais pas quoi. En général, c'est des anglicismes, ces travails-là. Ouais, et donc ces gens-là, ils sont malheureux en fait. Et donc ils finissent soit par se tirer quand ils ont 40 ans pour faire leur boîte, soit être boulanger bio avec beaucoup de graines dans le pain et voilà. Mais après avoir fait 15 ans d'études, il y a une petite errance sur le chemin, quoi. Bon, donc ça c'est les bullshit jobs. Mais ensuite, après les bullshit jobs, il y a vraiment l'idée que si votre travail n'est que un protocole algorithmique de gestion de data, effectivement, vous pouvez être remplacé par une machine qui fera même mieux que vous, en fait. Oui. Donc, si votre décision médicale, par exemple, est liée à j'aspire de la data, je te prends la direction A, la direction B en fonction du résultat, puis direction C, puis direction D, puis ça aboutit à tel traitement ou tel diagnostic, un ordinateur va le faire mieux que vous. Typiquement, c'est ce qui se passe dans le monde de la radiologie, où on nourrit des machines à intelligence artificielle qui vont déterminer des diagnostics qu'on sait plus pertinents que l'œil humain. Même expérimenté. Exactement, ouais. Et la radiologie est en avance là-dessus. Mais je vais prendre 2 champs dans la santé. Je vais me rapprocher de la santé pour vous dire, finalement, à la fois dans le champ de la praxis, c'est-à-dire la pratique de soins, et à la fois dans le champ de la création du savoir, ce phénomène disruptif dont je vous parle est à l'œuvre et a amené à la duplication numérique du monde et la gestion algorithmique du big data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la fabrique du savoir, on part de vieux maîtres, les mandarins, qui ont vu des patients, qui vous disent « moi, j'en ai vu 5 comme ça, ça passe comme ça ». Et vous, sont le disciple, dans un savoir transmis de manière académique, au sens grec du terme, c'est-à-dire vous êtes avec un maître qui vous donne ensuite un savoir. Vous allez dire « ah, il me dit ça ». Puis le semestre d'après, vous allez aller en face, et puis l'autre, il va vous dire autre chose.
Chacun va dire la messe. Vous allez dire c'est des mandarins. Et chacun va dire la sienne, de manière artisanale. Et puis à un moment, on dit, non, ce truc-là, mais bon, peut-être qu'ils ont tort ou raison, mais en tout cas, vous pouviez vous faire votre idée propre et faire votre troisième voie qui était finalement le remâchage de tout ça, de ce que vous aviez vu. Et puis au moins, ces gens-là, ils avaient vu des malades. C'est des vrais docteurs. Et puis, on a dit, non, ce truc-là, c'est pas valable. Il faut qu'on invente un outil scientifique, statistique, à dire la vérité qui soit beaucoup plus fiable. Parce que la vérité des mandarins, ma foi, ouais, en face, il dit ça, et puis là-bas, il dit ça. Alors, qu'est-ce qui est vrai, quoi? Donc, on a mis en place ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, qui est l'idée de prendre des séries statistiques où je prends un traitement A versus un traitement B, et je regarde si les patients sont bien tous les mêmes, liés au fruit du hasard, je les ai randomisés entre les deux groupes, et qu'ensuite, il n'y a que A et B qui diffèrent l'un de l'autre entre les deux groupes. Et puis ensuite, je vais comparer le résultat du critère principal de jugement. Par exemple, je vous donne un antihypertenseur dans chaque cas, je vais comparer la tension. Et puis, je vais regarder, est-ce que c'est statistiquement différent? Et puis, au départ, j'ai mis une règle du jeu. J'ai mis si cette différence, elle est liée au hasard à moins de 5%, je vais conclure, ouais, c'est vraiment différent. J'ai mis une règle du jeu, quoi. C'est la règle des tests de Neyman-Pearson. Et ben, ce truc-là, donc les tests d'hypothèse, randomisés en l'occurrence, mais il y a d'autres types de tests et d'autres façons d'utiliser c'est l'idée que le fil à couper le beurre de la vérité serait un fil à couper le beurre statistique, méthodologique statistique. Sauf que, et là on va aboutir à un système industrialisé de création du savoir. C'est-à-dire qu'on va faire toujours les mêmes études, selon toujours les mêmes protocoles, en évaluant toujours les mêmes choses, et puis on va aboutir au même problème que le système industriel. C'est-à-dire que les gens qui sont en charge de faire le système, en fait, sont les agents du système, les chercheurs, etc., sont prolétarisés. Ils sont eux-mêmes finalement pilotés par le système. Ils vont toujours faire un petit peu plus de la même chose. En plus, ce système a toutes les subversions des systèmes humains. C'est-à-dire que finalement, il va être tous aussi sensible à la corruption, à la volonté de puissance, à la volonté de publier n'importe quel biais de croyance, en fait. Ouais, exactement. Et donc, vous allez avoir, in fine, des gens qui font toujours un petit peu plus de la même chose, et pas pour soigner les gens, ni pour comprendre, mais parce que pour leur épreuve de titre, pour devenir professeur. Parce qu'ils sont avec tel labo, et pour nourrir leur labo de recherche, il faut bien qu'ils fassent une étude un peu pour mettre du beurre dans les épinards. Parce qu'ils passent leur thèse pour les internes. Et donc, très rapidement, comme l'objectif, c'est ni de comprendre, ni de soigner les gens, il va y avoir des petites subversions. Vous allez tricher un peu sur les virgules, sur les tableaux de données. Vous allez tricher de manière systémique à l'intérieur en choisissant un critère principal de jugement qui est un petit peu, qui vous va bien. Vous allez choisir... T'as un bip 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 là, non? Ouais. Ouais, c'est mon téléphone. Excuse-moi. Vous allez choisir des méthodes statistiques qui servent votre projet. Et finalement, vous arrivez à un truc complètement corrompu, de manière interstitielle. Comme Google s'est introduit dans votre vie, la corruption va s'investir dans ce système-là. Alors, tu sais, donc, on va dire... je me permets de rajouter un point. Dans tout ce que tu as dit, moi, je suis 100% d'accord. Est-ce que j'ai déjà rencontré vers des personnes hyper intelligentes, c'est qu'en fait, elles ont besoin, je sentais chez elles le besoin de se stimuler le cerveau à la réflexion. Du coup, il fallait toujours plus. Et notamment, j'avais rencontré des gens qui étaient hyper savants sur les plantes, c'est-à-dire ils connaissaient les noms latins, anglais, etc. Et eux s'engouffraient dans les OGM parce que ça leur permettait la connaissance des plantes, eux, livresque, c'est un univers fini pour eux. Ils avaient tout ingurgité. Donc les OGM, c'était un objet pour eux de réalisation supplémentaire et de dévorer. Et j'ai déjà rencontré des gens comme ça dans le domaine médical où, sans s'en rendre compte, ils sont complètement en dehors de l'humain en se disant, c'est génial, encore une aubaine statistique, encore une aubaine de chiffres, encore des choses à implémenter dans mon cerveau pour continuer à raisonner, à créer, se mettre au challenge personnel. Donc, je pense que c'est intéressant. Il y a tout ce que tu dis de manière systémique, mais moi, de ce que j'ai... Alors, je ne sais pas si tu l'as observé ça, parce que tu es plus au contact que moi de milieux universitaires ou de recherche. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait surpris. Et je m'étais dit, ces gens-là ne sont pas de mauvaises intentions ou autres. C'est juste que c'est des machines à ingurgiter, à réfléchir, des hypercalculateurs qui cherchent du challenge personnel, quoi. Il y a ça, hein, il y a vraiment effectivement l'intérêt proprement dit. Il y a le fait que finalement, c'est comme si vous descendiez une piste bien balisée. Comme c'est toujours la même méthodologie,
vous n'êtes pas en insécurité. Au contraire, vous êtes bien sécurisé par la méthodologie et donc ça fait pas peur, mais en même temps, c'est stimulant. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un biais d'ego. Ça fait du bien de voir son nom inscrit dans PubMed, dans Science ou dans le New England Journal of Medicine, quelle que soit la merde que vous ayez publiée. En fait, j'ai fait un New England, en fait. Pas moi, hein, je l'ai pas fait. J'ai publié dans d'autres revues, mais donc il y a un biais là qui est trop humain, si vous voulez, trop humain, quoi, de juste exister aux yeux de sa communauté. Vous allez pouvoir commencer à parler dans les conférences de consensus, avec votre société savante, etc. Et donc, il y a un peu de problème de rançon d'ego là, de gens qui sont en train de vouloir faire plaisir à papa ou soit de travailler sur le surmoi ou des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité d'un coup de corruption systémique par ceux qui vont bénéficier du système. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mettre en place toute cette machinerie de création d'études scientifiques, ça coûte cher, c'est compliqué. Et donc, ça va être l'apanage de quelques centres. Et de quelques centres qui ont des liens avec les laboratoires, puisque l'argent public vint à manquer. Et donc, les laboratoires vont être finalement la condition sine qua non. Et là, c'est ce que répondront beaucoup de scientifiques en disant « Ouais, t'es gentil avec ton discours sur les labos. » Mais nous, on en a besoin, en fait, pour pouvoir travailler. Et effectivement, aujourd'hui, on a rendu dépendant des laboratoires. Et sans même s'en rendre compte, les laboratoires pilotent ce à quoi vous allez en arriver. Ils les pilotent comment ? Parce qu'ils financent des gens qui sont connexes avec leur idéologie. Ils financeront pas des fouchés qui veulent travailler sur le low-tech. Moi, je trouve pas un rond, quoi. Quand je veux travailler sur des trucs, des espèces de pirouettes de bon sens, des espèces de permaculture en médecine, y a pas un rond, quoi. Par contre, si j'arrive et que je dis je veux développer une application sur un iPhone, etc. Oh, wow, ah ouais, super, génial. Là, tu as tout ce que tu veux. Tapis rouge. Donc, il y a ce biais aussi là de comment est financé le système et comment les gens se mettent dedans. Donc, on arrive à l'aporie, encore une fois, de la corruption du système qui peut dire tout et son contraire, jusqu'à ces patrons du Lancet et de New England Journal of Medicine. Et là, il y a du BMJ, là, il y a quelques jours, très, très intéressant sur la crise. Hein. Je peux t'envoyer le lien, mais qui a fait un édito mémorable quoi, sur le Covid-19 et sur la corruption systémique autour du Covid-19. Donc, c'est l'éditeur en chef du British Medical Journal. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais, assez incroyable, ouais, parce que là, les mecs, ils se lâchent. J'ai même pas compris, quoi. Et déjà, les types avaient dit, avant, il y a quelques années, l'éditeur en chef du Lancet avait dit il y a plus de 50%, voire plus de 70% de ce qui est publié en médecine qui ne sert pas le clinicien ni le patient, qui est juste là pour faire de l'argent, en fait. Et la publication scientifique, médicale, est clairement passée du côté obscur. Il le dit comme ça. Donc, wow. Oui, ça fait peur parce que c'est un journal qui est hyper institutionnel. J'en parlais, j'avais fait une vidéo sur le Lancet et j'avais ouvert la vidéo en citant ça, en disant il y a plein de gens qui disent oui, mais non, quand même, le Lancet, c'est-à-dire que le directeur de publication lui-même, qui valide tout, dit il y a 50% des études qui devraient être à la trappe. Donc, c'est-à-dire qu'il se tire une balle dans le pied en disant ça, mais il n'est pas bête. Donc, c'est presque un appel à l'aide. C'est-à-dire il est englué. Je pense que lui-même est prolétarisé par le système, mais je pense que tous les dirigeants multinationales en fait sont les agents du diable sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, mais oui, justement, parce que là, en fait, on dresse un portrait hyper négatif. Il faut dire que quand même, c'est pas, on va dire, il y a des gens qui sont pris dans ce système-là, bon an mal an, naïvement, activement, passivement, mais en fait, c'est pas. Il faut comprendre que là, ta réflexion et l'objet de notre discussion, elle est systémique, elle n'est pas basée sur l'individu lui-même qui intègre cette discipline. Tu en es la preuve incarnée aussi, c'est de dire les gens ne sont pas pourris, parce que souvent, là, si tu veux, le but de ces discussions, c'est aussi qu'on partage justement, qu'on fasse des points de jonction, et c'est là où on va en venir. Là, on va dire que c'est un grand préambule de cadre systémique, mais qui est obligatoire, qui est nécessaire absolument. C'est de dire c'est un système qui dépasse l'individu, qui va plus vite que l'individu, comme tu disais, mais à l'intérieur, l'individu existe. Même s'il a peu de moyens d'action, comme tu dis, toi tu parles de boss de niveau, on va voir sur les différentes strates d'action possibles, et en sortant un petit peu de l'engrenage, mais il ne faut pas dire les humains dans ce système sont pourris. Je pense qu'il faut être vraiment clair là-dessus, parce qu'il y a une tendance un petit peu au manichéisme,
en disant ouais, t'es du côté de la médecine, tu as choisi ton camp, t'es un pourri. Alors moi, je préfère le dire très clairement, côtoyant à la fois beaucoup de personnes du monde médical et de la santé naturelle. Comment le dire, dans un politiquement entendable, les pourris ne sont pas que du côté où on le croit. Bien sûr, et la corruption Loin de systémique, là. elle risque d'être la même en fait dans le système de santé naturel si on. Pire parce qu'on a on va être dans un marketing d'amour, de joie, de partage, justement en se mettant contre la médecine, alors que la médecine, elle existe par elle-même, puis elle se fout du reste. Tandis que certaines approches complémentaires ou alternatives existent souvent par opposition à une donnée existante, c'est-à-dire la médecine. Donc on va trouver un biais qui est plus simple, plus vertueux, mais avec les mêmes ressorts, les mêmes systèmes, que tu parlais d'ego, d'orgueil, de corruption. Bon, bah, il y a les laboratoires de compléments alimentaires aussi qui font manger beaucoup de naturopathes, par exemple, mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de copinage de petites mafias. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je pourrais sortir des exemples à l'appel, mais je pense que le temps fera son affaire. Donc, c'est un problème de système et d'individus dans le système, mais il y a des gens vertueux partout et il y a des brebis galeuses, entre guillemets, qui entretiennent ces systèmes-là partout. Et je pense que c'est important de le dire pour ne pas sombrer dans le manichéisme. Ouais, puis c'est une des clés vers une voie de résolution, hein, puisque c'est le but de ce préambule, c'est d'en arriver à la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, en fait. Ouais. Juste, je continue, je file mon propos jusqu'à la fin. J'ai presque fini. Mais Prends ton temps. comme la médecine basée sur la preuve tombe, en fait, en termes de capacité à dire le vrai, apparaît autre chose. Et là, il y a une bascule épistémologique qui est importante. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, c'est qu'en 2008, je crois, ou 2010, paraît dans Science une étude sur Google Flu Trends. C'est une application Google pour essayer de prédire les épidémies de grippe. Et où les auteurs disent, finalement, avec les occurrences de mots-clés dans la barre de requête Google, on est capable, mieux qu'un institut d'épidémiologie, de dire quand est-ce qu'il y aura une grippe et comment elle va se passer. Et là, waouh, ça veut dire que la capture des datas, leur interprétation algorithmique donnerait une interprétation du monde qui serait meilleure que celle qu'on avait jusqu'ici. Ça, c'est une bascule épistémologique majeure. Même si cet article est énormément critiqué, Google Flu Trends est traîné dans la boue après par d'autres gens, etc., montre qu'il y a plein d'erreurs, etc. D'un coup, la capture du big data et son interprétation algorithmique et cette capacité finalement des grandes majors de l'information à indexer de la donnée, comme un bibliothécaire, et ensuite à la récupérer et à la croiser corrélativement sans a priori de causalité. C'est-à-dire, Waze, il s'en fout complètement de savoir si il y a une raison pour laquelle vous allez à tel ou tel endroit. Juste si vous avez les horaires de tous les agendas Google, des Google Agenda des gens, vous avez les horaires de vacances, vous avez ce qui s'est passé les 3 derniers mois, vous avez la vitesse et la position géographique et la direction de tous les véhicules. Vous avez les horaires du concert de Beyoncé à Marseille, etc. Vous êtes capable de dire comment est le système à un instant T. Et vous êtes capable de le dire parce que vous avez pris de manière totalisante la data. Si vous aviez que 3 voitures connectées à Waze, ça vaudrait rien. Ça ne marche que parce que tout le monde est connecté. Et ça, c'est la prétention de capture totalisante de la data. Je peux le dire autrement, et ça, c'est Eric Sadin qui en parle, et vous devriez lire Eric Sadin, La vie algorithmique, qui est vraiment, il écrit, mais de manière absolument magistrale. En fait, c'est quelqu'un à couper le souffle en termes de clarté de la pensée et de ce qu'il va vous apporter. Donc, il fait un triptyque qui s'appelle La silicolonisation du monde, la vie algorithmique et intelligence artificielle ou anatomie d'un anti-humanisme radical, aux éditions L'Échappée, je crois, dans mon souvenir. C'est vraiment, moi, je l'ai dévoré, quoi. C'est de la philosophie qui est très lisible. C'est pas du tout. En plus, il a vraiment une plume, quoi. Il écrit super bien. Et chaque paragraphe, vous vous dites, waouh, il a mis de la lumière dans votre tête, quoi. Et donc, il explique ça. Qu'il s'agit d'une duplication totalisante numérique du monde. C'est-à-dire une capture par toutes les surfaces du réel de la data, en continu, en permanence. Et qu'une fois que ce truc-là est ingéré, c'est pas juste pour rien faire. Ça prétend ensuite dire le monde tel qu'il doit être à T+1. C'est prédictif.
et donc avoir un pouvoir prescriptif sur le réel. Ouais. Waze vous dit mieux que vous par où vous devez passer. Alors, Non seulement prescriptif, mais un pouvoir qu'il appelle aletheïque. Aletheia, en grec, c'est le dévoilement, c'est la vérité du dévoilement. C'est-à-dire, vous n'étiez pas capable avec vos 5 sens de voir la vérité. Et vous n'étiez pas capable avec vos outils de mesure, etc., de voir la vérité scientifique. Vous n'étiez pas capable avec vos outils statistiques, vous, biostatisticiens, de voir la vérité. Nous, parce qu'on duplique le monde et parce qu'ensuite on le stocke, on le corrèle, on est capable, mieux que vous tous, de dire le vrai. Et donc, votre miroir connecté va vous dire mieux que vous si vous êtes en forme, si vous êtes fatigué. Oui. Votre montre connectée va vous dire mieux que vous si vous êtes en fibrillation, si vous êtes malade ou si vous êtes fatigué et si vous devriez aller consulter. Tous ces objets connectés à l'ensemble des datas et qui en plus passent leur temps à vous monitorer, à vous sonder, sont capables mieux que vous de dire ce que vous êtes. Waouh! Vous avez une désappropriation complète de vous-même et de la réalité. Waouh! Donc là, c'est ça la prétention numérique du monde, c'est dupliquer le monde de manière en nombre, de manière numérique, et qui répond à une seule rationalité, celle de l'intelligibilité numérique. Là-dedans, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de société, il n'y a pas de gens qui se serrent les coudes. Donc, si on en revient à la problématique de la souffrance, on est dans le bout du bout évolutif de la remédiation technique à la souffrance. Mais qui ne marche pas. Vous allez continuer de souffrir. Vous avez un iPhone, vous pensez que vous êtes en lien avec le monde entier, vous avez 850 friends, mais pourtant vous êtes seul. Vous avez, vous êtes confiné, vous avez peur de mourir. Donc finalement, ça n'empêche rien. Vous allez quand même mourir, vous allez quand même être malade. Et donc cette remédiation technique-là, c'est une illusion, c'est un pacte avec le diable. Et c'est le pacte avec le diable depuis toujours. Le diable, il vous dit, je vais refaire le pont en 3 jours là. Il arrive et il vous dit pas qui il est d'ailleurs. Il est souvent habillé en noir, on pense que c'est un industriel du coin, etc. Puis il dit non, vous n'arrivez pas à faire ce pont depuis des années. Il est à chaque fois ravagé par la rivière. C'est l'histoire du pont du diable partout en France. Moi je le fais en 3 jours, il n'y a pas de problème. Vous avez qu'à signer là. Mais je signe pourquoi? Presque rien. Mais c'est quoi quand même? C'est votre âme. Oh, je pense que c'est. Bon, ça va. Je signe. Réfléchissez à ce que c'est que ça, quoi. À ce que vous donne Google quand il vous fait signer. Il vous donne un objet tout lisse, qui apparemment paraît simple, facile, alors qu'en fait, il est truffé de souffrance. On en a peut-être parlé ce matin, je ne sais plus, mais voilà, il est truffé de souffrance. Et il vous fait croire qu'il vous donne le pouvoir, alors qu'en fait, il est en train de vous voler votre vie. Bon, bah, il faut réagir. J'avais vu une expérience. C'était un mec qui avait pris plein de téléphones portables. Ça se retrouve, vous le trouverez à travers un merveilleux moteur de recherche. Il avait pris plein de téléphones portables qu'il a mis dans un caddie. Il avait poussé ce caddie dans une grande avenue aux États-Unis et en fait, elle était vide parce que du coup, Waze, tous les trucs avaient repéré que c'était embouteillé. Donc, il avait dérouté toutes les voitures et il avait montré l'absurdité de la chose. Il avait tout concentré, ça se retrouve assez facilement. Et donc, l'artère était vide parce que tout le monde utilise cette intelligence artificielle pour fais-moi gagner du temps, optimise mon trajet, je te délègue mon libre arbitre et ma réflexion. Et lui, il est allé au bout de la connerie en disant je prends une masse de téléphones portables, je les connecte en GPS et il se baladait tout seul dans son avenue. Et j'avais trouvé cette expérience fascinante. Là, c'est un grain de sable phénoménal, la démonstration de l'absurdité. Ouais, mais ça, on arrive à l'espoir là, parce que là, j'étais bien dark quand même. Mais on arrive à l'espoir et ce que tu dis, à mon avis, c'est un gros élément d'espoir. C'est qu'en fait, cette interprétation algorithmique du big data, de la numérisation du monde, en fait, est soumise à des erreurs systémiques très profondes. Elle se gourre de manière massive. Vous avez qu'à voir les prédictions de Ferguson sur la mortalité sur le Covid, quoi. C'est n'importe quoi, en fait. C'est juste n'importe quoi. L'autre chose, c'est il y a cette histoire qui traîne beaucoup dans les gens qui font de l'intelligence artificielle. C'est l'histoire d'un logiciel pour reconnaître les loups des chiens. Et puis, ça marche hyper bien. Et en fait, on reconnaît très bien les loups et mieux que les spécialistes, quoi. Parce que des fois, chien, loup, bon, c'est pas si facile sur des photos. Et puis, à un moment, on met un lapin et il dit c'est un loup. Et là, on lui demande, mais pourquoi? Non, c'est un lapin. D'une part, parce qu'on ne l'a pas aidé, mais on va regarder le logiciel, la façon dont il a fait son deep learning. Et le deep learning, il a dit, en fait, c'est un loup. Le critère majeur qui a le plus de poids, c'est la saturation de blanc sur la photo. Sous-entendu, le fond, c'est de la neige. Parce que toutes les photos de loup sont prises sur fond de neige. Et donc, finalement, c'était plus que le loup. C'était ce critère-là principal qu'il prenait pour reconnaître s'il y avait un loup. Donc, il faisait une erreur systématique, en fait,
qui collait bien quand tu montrais des chiens et des loups, mais qui collait plus quand tu montais autre chose. Un lapin sur fond de neige, c'est à devenir un loup. Donc là, on est face à une technologie idiote et qui a plein de failles. Et ça, c'est notre force. C'est que tout ce système est fait par des gens idiots et qui ont plein de failles et qui pensent qu'ils déroulent un plan voilà, et c'est béton là, il n'y a aucune faille. C'est pas vrai, il y a des failles partout. Petite parenthèse, hein, pour ceux que ça intéresse, en Lettonie, tous les délits inférieurs à 7 000 euros sont désormais jugés par l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est dans l'Union. Donc, je rappelle, la Lettonie fait partie de l'Union européenne. Donc, depuis 2019, tous les délits inférieurs à 7 000 euros. Ouais. Et là, ce que tu dis sur la justice, c'est intéressant quoi, de voir qu'à un moment, on peut lâcher la notion de justice à des machines, comme si c'était un processus algorithmique. Mais ça traduit un appauvrissement en fait de notre capacité à penser, notre capacité à penser le monde, et pas un enrichissement. Parce que l'enrichissement, c'est au contraire celui de l'émotion, de la beauté, de la relation, du sens. Et le fait de penser que c'est un algorithme qui peut aider, en fait. Alors, en plus, ce qui est très intéressant, c'est de la manière dont ça a été proposé, c'est-à-dire que tu crées le problème, donc tu donnes plus de moyens à la justice, donc tu fais que tu as un engorgement des tribunaux, et tu proposes la solution derrière, bah, dire regardez, on a de la difficulté à gérer les plaintes, et bien on va faire ça. Et je sais que les compagnies d'assurance commencent à faire ça, où tu rentres ton sinistre, et puis ça calcule un petit peu comme ça. Et donc là, le but, c'était d'implémenter l'intelligence artificielle avec tout un tas de textes de loi, bien sûr, et puis de, comment ça s'appelle, là, tu sais, quand il y a les premiers cas, là, les jurisprudences. Et puis après, l'intelligence artificielle faisait son travail. Donc c'est vrai qu'on va vers cette forme-là. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent cet environnement extrêmement rassurant parce que quand on est beaucoup dans la statistique, le chiffre, ça apaise, on se dit, tu vois, c'est rassurant, c'est cadrant. Et là, en gros, la discussion qu'on a, c'est l'industrialisation opérante et numérique de la médecine de demain. Quelle est la place, en définitive, du praticien? Est-ce qu'il va se servir de cet outil pour le seconder, pour le suppléer, ou est-ce qu'il va être au service de la machine, en fait? Ça, c'est le grand hold-up, en fait. Encore une fois, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque année, il y a une petite réunion à Chamonix qui s'appelle CHAM, et il y a le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, le président de la République, des industriels, de grandes entreprises, etc. Et le sous-titre de CHAM, vous pouvez trouver sur Internet, c'est Inventing the Future of the Healthcare System. En anglais, s'il vous plaît, pour le système de santé français, quoi. C'est génial. Et là, entre petit four et champagne, on discute de l'exemple chinois, de l'exemple allemand, de l'exemple autrichien, etc. Et on veut disrupter le système de santé pour aller vers la médecine 3P, personnalisée, de précision et je sais pas quoi, l'intelligence artificielle à tous les étages, etc., les applications et tout. Et il y a un déversement de pognon majeur qui en fait est fait par les majors de l'information, hein, entre autres, et par les gens qui y trouveront leur compte, pour décider ce que sera le système de santé pour vous. Le système de santé, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça peut rassurer, à mon avis, la classe bourgeoise des gens très riches des villes, qui se dit qu'elle aura toujours de l'argent pour avoir le bon abonnement et face à son Watson, et qu'elle aura toujours le réseau qui va bien, pour de toute manière avoir le médecin en qui elle a confiance quand même. Mais par contre, les autres, ça devrait les inquiéter. Et ils devraient se dire, il ne faut pas qu'on aille vers ça, c'est pas bon. Donc, allez voir les vidéos du CHAM, elles sont intéressantes, parce que vous savez vers quelle sauce vous allez être mangé. La perversion de ce truc-là, c'est que c'est ambigu. C'est-à-dire qu'effectivement, un hôpital qui coche toutes les cases pour le moment de la protocolisation, de la certification, etc., c'est pas mal. Ça marche bien, en fait. Mais ça marche bien dans la production industrielle de soins. Ça marche pas bien pour d'autres choses, quoi. Ils sont à côté de la plaque pour d'autres choses. Donc, il y a sûrement des trucs à prendre, en fait, quand même, dans cette protocolisation, dans cette utilisation des machines. Et c'est ce dont tu parlais par la complémentarité homme-machine. Mais je pense qu'il y a besoin d'élargir aussi la façon dont on regarde et de voir que ces machines, elles se font au prix de souffrances atroces dans d'autres pays, d'enfants dans des mines, de guerres ci et là pour maintenir le contrôle de ressources, etc. Et qu'en fait, c'est pas pérenne. C'est le feu de joie énergétique de l'humanité. Et finalement, si vous prenez la réanimation telle qu'on le fait aujourd'hui, elle est dans le feu de joie énergétique de l'humanité. C'est la fin, en fait. C'est l'apothéose. Et la réanimation que moi, je fais aujourd'hui, on ne pourra pas la faire dans 30 ans. C'est sûr et certain. Et parce qu'on est en phase d'effondrement écosystémique majeur. Et
voilà, ça fait pas peur. C'est juste qu'il y a un moment, on va revenir au réel, en fait. Il y avoir un fil de rappel qui nous ramène au réel. Donc, pour le moment, vous avez des gens qui continuent à délirer à Versailles, à Chamonix, dans les ministères. L'université est en plein là-dedans, hein. On est en train de disrupter l'université pour qu'elle devienne finalement une pépinière de start-up financée par l'industrie du numérique et où les gens travaillent bench to bedside, c'est-à-dire en gros dans la recherche translationnelle depuis les bancs de la faculté jusqu'au lit du malade pour faire des applications, des trucs qui accompagnent enfin, voilà, des systèmes robotiques, etc. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à la fin, vous faites que toute une classe de la population devient inutile, malheureuse, en souffrance en fait. Le travail et notre réalisation et l'artisanat fait partie de la réalisation. C'est une vraie réflexion à mener sur le travail et ce qui nous rend heureux. On n'est pas fait pour être juste des super users du monde, en train de rien foutre et de calculer nos vacances, etc. C'est pas ça qui rend heureux. Et si on reste dans cette optique grecque eudémoniste, c'est-à-dire la recherche du bonheur, le chemin du loisir éternel dans un revenu universel, vous n'allez pas être plus heureux. Hein. Donc on revient à la problématique de la souffrance initiale. Vous avez tout un chemin anthropologique qui a conduit en gros à ce que la souffrance reste absolument intacte. Et en plus, elle vous a mis dans une illusion. Cette illusion, celle du confort, de la sécurité. On en a parlé ce matin. De votre curseur de sécurité qui est à fond. Dans une religion, en fait, dogmatique, vous allez être contre les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, donc paranoïaque, à essayer de leur expliquer pourquoi est-ce que la science, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, sur les plateaux télé, souvent, ils brandissent la science, les gens. Bon, moi, je ne brandis pas la science. Pas cette prétention-là. Et donc, on arrive à la fin à l'hubris. L'hubris, en Grèce, c'est la démesure. C'est la volonté de puissance de l'humain, d'être Dieu à la place de Dieu, d'être le démiurge à la place du démiurge, la volonté de grandeur en fait qui est en nous, et elle est chez chacun en fait. Hein. Quand une société entière en arrive à ça, elle arrive à la folie des grandeurs, vraiment. Et il y a toujours dans l'histoire antique la némésis en face de l'hubris. Et la némésis, c'est la colère des dieux, c'est la revanche. C'est le rappel à la réalité de ce qu'est l'humain. Vous n'êtes pas Dieu. Et donc ça, souvent, c'est assez brutal. Donc pour Icare, ça correspond à ses ailes qui font quand il essaye de se rapprocher du soleil. Pour Prométhée, bon, c'est un titan, c'est pas un humain, mais et ça se correspond à ils essayent de voler le feu pour le donner aux hommes et il va se faire bouffer le foie pendant l'éternité. Pour les humains, le rappel à la réalité là est assez sévère. Ça s'appelle Covid, ça s'appelle crise climatique, crise énergétique, crise sociale, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la némésis. Nous sommes allés trop loin dans la folie des grandeurs. Et si on revenait à ici et maintenant, toi et moi, et dans la réalité, quoi, avec la matière. Donc tout le monde numérique, la chimère du monde numérique qui a été bâti, dans lequel certains peuvent se perdre. Hein. Vous avez actuellement des adolescents où leur vie est plus sympa dans le monde numérique. Ils peuvent pourfendre des trolls, chasser des dragons et avoir une hache de combat puissance 15, alors que sinon ils ont une vie de merde dans le réel. Exactement. Et donc, ils préfèrent leur vie d'avatar. C'est une fuite comme une autre. Certains utilisent la drogue, d'autres le sport. C'est des fuites plus ou moins socialement acceptables, mais qui restent des éléments pour ne pas disjoncter, en fait, face justement au réel. Vous avez déjà disjoncté. Hein. Et l'industrie du jeu vidéo, en fait, je crois que c'est la deuxième industrie au monde, ou presque la première. Oui, c'est énorme en termes de volume d'argent. C'est effectivement la drogue moderne pour pas trop souffrir, quoi. Mais en fait, vous souffrez quand même. Et puis tu crées une réalité parallèle, en fait. Ouais. Et vous ne faites plus que ricocher à la surface de la réalité. Le reste du temps, vous êtes comme suspendu, etc. Mais à un moment, vous avez vous craché dans le réel. À la fin, même si vous faites très bien des ricochets, à la fin, la pierre, elle tombe dans l'eau. Elle retombe dans le réel. Donc, vous ne pouvez pas rester en apesanteur dans le monde numérique. C'est pas vrai, en fait.